Donc, du coup, je suis Catherine Rabat, chargée de développement en fait, dans les écoles chez Bookinou. Donc Nathalie Boyer qui va m'accompagner pour quelques petits témoignages. Donc Bookinou, c'est quoi? C'est une conteuse de livres en fait, pour enfants. Donc c'est un boîtier comme ceci. Je vais vous le présenter du coup et vous présenter en fait tous les supports qu'on a développés autour de Bookinou. Donc Bookinou, notre objectif, c'est vraiment donner goût à la lecture. Donc c'est surtout rendre accessible en fait, la lecture aux enfants, mais l'accès aux livres, puisqu'on sait qu'il y a des inégalités à la maison. Pas tout le monde a accès en fait, à la lecture ou aux livres, ou quelqu'un qui peut nous lire une histoire. Et surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, 40% des enfants maîtrisent mal la lecture. Et on sait aussi que plus on va lire régulièrement, même si c'est une lecture accompagnée, plus on va enrichir notre vocabulaire, on va augmenter nos compétences sur tout ce qui est la prise de parole et la verbalisation. Donc c'est aussi l'un de nos objectifs chez Bookinou pour favoriser du coup l'apprentissage de la lecture dans les écoles. Donc voilà, donc comme je vous disais, donner goût à la lecture aux enfants et surtout à tous les enfants. Donc pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui chez Bookinou, on a plus de 250 000 enfants par an qui ont accès à la lecture grâce à Bookinou dans les écoles. On a aussi plus de 500 000 histoires qui ont été créées sur l'application, puisque vous avez un espace que je vous présenterai plus tard. Vous pouvez créer vous-même en fait, vos contenus pédagogiques ou tout simplement vous enregistrer sur de la lecture. Il y a aussi la possibilité de faire participer en fait, les parents, mais aussi les cycles 3, donc qui maîtrisent déjà la lecture, pour créer du contenu pour les plus petits. Et on a aussi une bibliothèque qu'on a développée avec des partenariats qu'on a fait avec des éditeurs qui permettent d'avoir des contenus, donc environ 300, qui sont accessibles via l'application mobile Bookinou. Donc pour vous donner encore quelques chiffres, on est présent sur une école sur 10 en France, donc on est assez fiers de ça et on espère encore plus augmenter. Et sur ces écoles, on a 25% des écoles qui sont REP, REP+. On a 94% aussi des enseignants qui recommandent Bookinou. Pourquoi? Parce qu'il y a cette liberté pédagogique où ils peuvent créer eux-mêmes leur contenu et surtout les adapter en fonction du public qu'ils ont, en fonction des enfants et de leurs besoins. Donc voilà, donc là c'est quelques images qu'on vous met, donc on peut très bien faire de l'écoute en fait individuelle ou avec deux enfants, ou parfois en groupe, avec un haut-parleur tout simplement, ou avec un casque. Donc pour l'application mobile, je vais vous montrer directement sur la tablette, si ça fonctionne. Super. Donc ça, c'est votre application mobile. Donc en fait, vous avez deux parties. Vous avez une partie bibliothèque et une partie Bookitech. La partie bibliothèque, en fait, vous allez retrouver toutes vos créations. Donc pour la création, en fait, vous avez un petit plus pour pouvoir vous enregistrer. Et donc vous allez accéder donc, voilà, tout ce qui est à la partie information du livre, donc le titre, qui l'a enregistré. Ensuite, vous allez pouvoir accéder, je vais mettre, hop, juste pour passer à la page suivante. Vous allez avoir la photo où vous-même vous pouvez prendre la photo. Et derrière, vous allez avoir ce mini studio d'enregistrement. Donc vous avez la possibilité de vous enregistrer, donc tout simplement en cliquant sur le micro. On va autoriser. Donc vous pouvez vous enregistrer. Hop là. Vous ajoutez les séquences. Donc là, vous allez avoir une petite séquence qui va apparaître, ça va être votre enregistrement. Et vous allez pouvoir aussi dynamiser cet enregistrement en ajoutant des sons. Donc on peut ajouter le son de la forêt, on peut ajouter différents sons comme tourner la page, qui permet, je vais vous remettre, voilà, pour permettre aussi de donner des repères pour les plus petits, par exemple dans les maternelles, pour qu'ils sachent à quel moment tourner la page, parce qu'ils n'ont pas encore la compétence de lecture. Donc une fois que vous avez fini tout ça, vous pourrez du coup transférer en fait cette histoire sur le Bookinou directement, et une fois qu'il sera allumé, enfin une fois que l'histoire sera chargée, on va l'associer à une gommette. Donc c'est pas une gommette classique, c'est une gommette en fait, c'est un NFC. Donc voilà, et elle va pouvoir récupérer l'histoire. Et donc quand l'enfant aura le Bookinou en main, il aura tout simplement à scanner la gommette où il y aura votre histoire. Et une fois qu'il aura scanné, prépare-toi, ça déclenche l'histoire l'histoire. va démarrer. Donc ça peut être aussi bien une lecture qu'une création pédagogique que vous avez développée. Et donc comme je vous disais, hop, on va rendre ça. Excusez-moi, comment on associe à la gommette, comment on est associé au livre? Alors en fait, une fois que vous avez fini d'enregistrer sur l'application, on va le transférer sur le Bookinou.
D'accord. Les gommettes, elles sont les mêmes pour tous les deux? En fait, c'est les mêmes gommettes, mais elles sont vierges. Et en fait, une fois que vous avez transféré du coup sur le Bookinou, en fait, l'histoire va sur une carte SD. Ouais. Et en fait, lui va vous demander, l'application va vous demander d'approcher une gommette, n'importe laquelle. Et ça va du coup enregistrer voilà, l'histoire. Sachant qu'elles sont réutilisables, donc après vous pouvez supprimer ce qu'il y a sur la gommette, elle redevient vierge et vous pouvez la réutiliser pour un autre contenu. Donc c'est assez utile pour les enseignants qui voilà, n'ont pas énormément de budget et qui peuvent recycler entre guillemets ces gommettes-là. Sur l'application, vous avez aussi du coup la partie Bookitech. Donc vous allez retrouver en fait tous les contenus, donc on en a environ 300 puisqu'on travaille avec 30 éditeurs différents. Et vous allez retrouver donc, voilà, tous les contenus qui vont être classés en fonction de l'âge, la typologie, mais aussi les éditeurs. Donc voilà, vous retrouvez tout ça sur la Bookitech. Et vous avez aussi un espace qu'on a dédié en fait pour les enseignants. Donc je ne sais pas si vous arrivez bien à le lire, mais c'est marqué contenu école. Et ici, on a développé en fait avec Sabine Piel, donc une ancienne conseillère pédagogique départementale, et aussi avec Nathalie Boyer, des contenus pédagogiques donc, qui sont entièrement gratuits et qui sont clés en main. C'est-à-dire que dès que vous avez le Bookinou, vous pouvez directement les utiliser. Donc c'est des kits pédagogiques sur les cris des animaux, sur tout ce qui est résolution de problèmes, vocabulaire. Tout ça est remis sur l'application et sur notre site internet. Donc si vous voulez, je l'ai aussi imprimé si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et on a aussi voilà, le fameux guide collaboratif qui est un recueil de tous les cas d'usage que les enseignants ont mis en classe avec le Bookinou et qu'on a recueilli ici pour donner un petit peu des idées pour les enseignants. Et enfin, vous avez aussi le gang des maîtresses, donc c'est des maîtresses avec qui on travaille et qui vont nous aider à faire une sélection de contenus adaptés pour les maternelles. Donc voilà un petit tour sur les kits. Je vais vous mettre des images et ensuite je laisserai un peu la parole pour Nathalie qui vous fera des retours puisqu'elle nous a aidés sur la conception de ces kits. Donc là c'était l'application, du coup les 300 audios qu'on a accessibles. Et au niveau des cas d'usage, donc je reviendrai sur celle-ci. Voilà un des sets pédagogiques qui a été mis en place. Donc ça permet à l'enfant du coup de pouvoir se balader, se promener en fait sur le kit et à chaque fois qu'il va scanner une gommette, ça va lui rappeler soit le son, soit le décrire un animal, soit une séquence du livre qui a été étudié. Et ça permet aussi aux enseignants de pouvoir être sûrs qu'il y a une bonne compréhension de l'enfant de ce qu'il a lu. Et donc voilà les différents sets. Et au niveau des kits, donc je vais passer la main à Nathalie Boyer. Alors oui, ce qui est intéressant avec Bookinou, c'est que c'est une espèce de couteau suisse, c'est-à-dire qu'on peut vraiment y mettre n'importe quel contenu et ça va privilégier l'oral. C'est aussi pour ça que ça fonctionne beaucoup en maternelle, puisque on est quand même beaucoup sur l'oral. Ce que je voulais préciser aussi, et ce qui est important pour les écoles, c'est qu'une fois qu'on a mis le contenu sur le Bookinou, il marche sans connexion. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est comme des QR codes, si vous voulez, mais qui fonctionnent sans connexion. Et donc au niveau des kits, vous avez notamment le kit émotion qui permet de mettre en lien ce qu'on ressent avec le nom de l'émotion et qui fonctionne un peu comme un loto sonore. Vous avez le kit recette auquel j'ai contribué qui est plus donc la découverte de vocabulaire au niveau des légumes par exemple. Et l'idée c'est d'écouter des recettes et on a tout un tas de légumes qu'on peut avoir en vrai chez les maternelles. On a de la dinette mais qui ça va être juste simplement des petites étiquettes à imprimer et le kit est déjà tout prêt. Et on le met dans une orbite soit réelle, soit effectivement en papier ou en 2D et ça permet plein de choses de travailler le vocabulaire. J'ai vu qu'il y a des professeurs qui avaient fait ça avec tout un groupe, pas plusieurs. Il fallait rapidement prendre le bon légume. Vous pouvez aussi travailler la numérotation, c'est-à-dire savoir, voilà, par exemple, il faut 4 carottes, 2 radis et 3 poireaux. Et en fait, tout est modulable, c'est-à-dire que l'idée c'est là de donner des kits clés en main aux professeurs pour qu'ils puissent se lancer et potentiellement si eux veulent ensuite modifier le contenu, c'est tout à fait possible, mais au moins ça leur donne une base, ça leur permet aussi de voir comment ça fonctionne avec les élèves et généralement ça fonctionne bien. Et de faire vraiment un travail d'atelier, c'est aussi pour ça que j'ai l'impression que Bookinou pour l'instant fonctionne pas mal en maternelle, oui. C'est en train de progresser, mais parce qu'on a déjà ce travail en atelier et ça permet vraiment l'autonomie des enfants puisqu'ils vont chercher leurs recettes, ils vont ensuite écouter le Bookinou, pouvoir le réécouter plusieurs fois. Donc il y a vraiment un travail sur l'essai
où le professeur n'est pas là finalement à vérifier, puisqu'il va y avoir une fiche d'autocorrection qui permettra à l'élève de vérifier. Et donc il n'y a pas d'enjeu de jugement, de rien du tout, c'est vraiment le plaisir de jouer et ensuite de progresser. Voilà. Ah bah oui, c'est écrit. C'est écrit, j'ai pas lu. Donc voilà, merci Nathalie. Du coup, je vais revenir aussi sur la bibliothèque nomade. Donc en fait, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des inégalités dans les foyers. On sait que tout le monde n'a pas accès à la lecture ou aux livres ou à une personne qui pourrait nous lire un livre. Et donc en fait, on a mis en place la bibliothèque nomade. Donc on travaille aussi beaucoup avec Laurence Lecorf. Et le principe est que Bookinou reste dans la classe la journée, donc il va être enrichi aussi bien par les cycles 3 qui maîtrisent déjà la lecture et par l'enseignante. Et ensuite, il part le soir dans les familles. Ça permet aux familles de pouvoir suivre ce qui se passe en classe, d'avoir accès à des livres, à des audios déjà préenregistrés, mais ils ont aussi la possibilité de créer du contenu et de contribuer à la bibliothèque de la classe. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça la bibliothèque nomade. Ça permet vraiment de faire la continuité pédagogique entre l'école et la famille. Donc comme je vous disais, il y a différents kits pédagogiques qui ont été mis en place et le fameux guide collaboratif donc, en fait, qui reprend les différents ateliers. Donc vous pouvez mettre du coup en place en classe et bien évidemment vous pouvez les réadapter en fonction des besoins des enfants. Puisque Bookinou est aussi là pour permettre aux enfants ayant des troubles 10 d'avoir des contenus qui sont plus adaptés et développés par l'enseignant, mais aussi pour les publics allophones de pouvoir enregistrer n'importe quel contenu dans la langue que vous voulez. Voilà, c'est comme c'est vous qui créez le contenu, vous pouvez vraiment tout moduler et personnaliser. Hop, voilà. Donc, merci beaucoup pour cette écoute et je vous laisse mes coordonnées si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Alors, au niveau du prix pour Bookinou, on a des tarifs enseignants et aujourd'hui, un pack Bookinou est à 70 €. Donc après, à partir de 3 Bookinou, vous avez des prix régressifs. Dans un pack, il faut compter en fait la compteuse de livres, une dizaine, donc 10 gommettes. Vous avez 25 audios qui sont faits par des éditeurs qui sont inclus gratuitement. Donc l'application aussi est gratuite. Vous avez une petite carte à histoire et un livre, du coup, qui est inclus, que nous avons créé nous-mêmes et il y a déjà la gommette et l'audio. Voilà. Oui. Oui, sur les fiches pédagogiques, vous avez pour objectif d'en développer pour d'autres aussi, parce que là on a parlé des primaires, mais sur la partie enregistrement et gommette, j'imagine que c'est un outil qu'on peut utiliser dans d'autres classes, en primaire, voire même peut-être en collège, parce qu'avec la notion d'écriture, d'enregistrement, on peut faire plein de choses. Oui, bien sûr. C'est vrai que là, on est beaucoup plus focus sur les maternelles, puisque Sabine Piel était conseillère pédagogique départementale avec une formation maternelle. Mais on va développer aussi des contenus pour les primaires. Et on a quelques retours, du coup, surtout sur l'Académie de Nancy, qui nous a fait des retours sur l'utilisation en collège pour d'autres langues, par exemple l'anglais, et aussi pour tout ce qui est la fluence, la prise de parole pour les enfants, de pouvoir s'enregistrer et créer du contenu. Donc actuellement on est encore sur les maternelles et les écoles primaires en vue de développer pour aussi l'utilisation au collège. Oui. Moi j'ai essayé de lancer quelqu'un sur le collège et justement quelqu'un qui travaille avec un public allophone. La contrainte par rapport au collège c'est qu'ils ont des ENT et donc ils ont la possibilité notamment d'enregistrer dans le cadre des ENT. Après ce qui est intéressant c'est qu'effectivement ça ne demande pas aux enfants d'aller sur un ordinateur. On sait que dans les lycées, ils ont, en tout cas dans notre région, beaucoup d'ordinateurs. Au collège, ça reste encore les salles informatiques. Donc ça serait l'occasion en fait, mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait des flottes de tablettes, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Donc je pense que c'est un peu plus complexe à mettre en place. Après, je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut fonctionner. À voir, il faut vraiment cibler la production. J'ai juste une question, c'est très pratique aussi. Oui. Vous avez dit le pack il est à 70 €. Oui. Et ça veut dire que le pack, en général, les enseignants en achètent quoi? Un pour plusieurs élèves Parce que vous avez dit qu'aussi on peut l'amener chez soi, mais ils n'achètent pas. Je pense qu'on ne peut pas se servir d'un pack pour une classe, faudrait...
En fait, souvent, dans les classes, on va équiper entre 2 et 3 Bookinos. Après, les enseignants choisissent comment ils l'utilisent. Certains vont juste créer des espaces, en fait, d'écoute. D'autres vont vraiment l'inclure dans les apprentissages en créant des groupes. Et du coup, chaque groupe va étudier des choses différentes. Enfin, oui. Du coup, elle peut aussi être mise en place dans les bibliothèques. Enfin, c'est vraiment les enseignants qui vont choisir, en fait, l'utilisation qu'ils vont en faire. Mais c'est vrai qu'on conseille d'en avoir 2 ou 3. Après, on sait que c'est un budget pour certaines écoles, et donc certains en ont qu'un. Et c'est vrai que c'est plus difficile, du coup, de faire la liaison avec l'école et la maison, parce que ça veut dire qu'on enlève le Bookino de la classe s'il reste un peu plus longtemps. Ah oui. Oui, aussi. Alors, je ne suis peut-être pas revenue dessus, mais en fait, dans l'application, quand je vous disais que les enseignants, les parents peuvent contribuer, du coup, à la bibliothèque, c'est dans le sens où vous pouvez vraiment créer sur l'application mobile une bibliothèque qui va être partagée. Donc c'est entièrement gratuit, vous pouvez inviter les parents, donc via un QR code ou via un lien, et ils peuvent contribuer, contribuer en ajoutant des créations sur cette bibliothèque qui sera partagée. Donc tout le monde aura accès, aussi bien les enseignants que les autres parents. Et donc ça permet en fait de faire un peu ce lien-là avec l'école et la maison. Oui, les parents, la famille. Oui, c'est ça. Et même, les cycles 3, enfin voilà, tout le monde. et même si maintenant on retourne au collège, comme chaque ado quasiment a un portable, il peut tout à fait créer en fait son propre livre audio, par exemple, sa propre production à l'intérieur de la bibliothèque qui est créée par l'enseignant. Et ensuite, cette production sera lue sur le Bookino en fait. Et l'enseignant va le créer sur son mobile. Alors, la création se passe, je montre les deux. Il y a aussi peut-être pas de... Ouais, je vais Ah, mais pour créer des contenus et tout, on doit le En fait, vous avez 2 solutions. Soit vous passez en fait par l'application mobile, donc qui est adaptée soit sur soit sur le téléphone portable, soit sur la tablette. Donc c'est l'application, c'est celle qui est là, en fait, qui est affichée. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de créer des contenus en dehors de l'application. C'est-à-dire si vous avez des contenus sous format MP3, on a aussi une plateforme qui s'appelle la web application. Vous pouvez télécharger du coup vos contenus sur cette plateforme-là, donc via un PC, et elle va se retrouver directement du coup sur le compte de l'application. Parce que nous, on n'a pas de mobile pro, quoi. Oui, voilà, ça c'est vrai que ça peut être une contrainte du coup. Ouais, parfaitement. Non, bien sûr, c'est une très bonne question et ça revient souvent. C'est vrai que si vous voulez pas, et ce que je comprends tout à fait, ne pas utiliser vos téléphones perso pour créer du contenu, vous avez la possibilité de créer en dehors de l'application sous format MP3 et d'avoir la possibilité ensuite de le transférer et de le retrouver directement du coup sur l'appli. Je crois que l'application marche. Alors c'est sur... J'ai essayé, c'est une collègue qui m'a dit. En fait, l'application mobile fonctionne sur les tablettes et sur les téléphones portables. Et en revanche, la web application, du coup, elle fonctionne sur PC. Juste, voilà, c'est un site internet. Le contenu qui est créé appartient à qui et est-ce qu'il est en accès à tous? Comment ça se passe? Oui, très bonne question. Donc, du coup, il va être créé, il va rester dans la bibliothèque perso. Nous, on n'a pas le droit, par exemple, de le republier ou de l'utiliser. Et il reste uniquement dans l'enceinte de l'école et c'est réservé aux enseignants et aux parents d'élèves. Mais il ne sort pas, il n'est pas réutilisé, nous, sur nos plateformes, mais il n'est pas du tout en accès libre sur l'application. Et une fois que c'est créé, il y a un code qui fait que c'est accessible pendant une année, pendant... Alors après, si vous le créez sur votre application, après il est en accès pour vous tout le temps. Voilà, il vous appartient, mais il ne nous appartient pas à nous. À aucun moment on va réutiliser vos contenus pour les publier. Il y a un moment, alors pour être sûr que ça ne porte pas à confusion, c'est marqué par la communauté, ce n'est pas des enregistrements faits par des enseignants et mis en libre service comme ça. On appelle par la communauté parce que on les met en accès libre et c'est des personnes avec qui on a travaillé qui ont publié ce contenu-là. Mais ce n'est pas un contenu d'un enseignant qu'on a pris et puis qu'on a mis en libre accès sur la plateforme. Voilà. Oui. Pour compléter, chez Canopé, on a une élève, qui s'appelle l'accélérateur pédagogique d'innovation, et donc on suit un peu les startups et on leur fait passer, avant de travailler ou de leur donner des conseils, en fait, ce qu'on appelle un cadre de confiance. Et justement, on va vérifier tout un tas de points, notamment tout ce qui est RGPD, gestion des données, etc., pour savoir si la solution proposée est en adéquation avec le système éducatif. Donc là, c'est moi qui ai fait passer le cadre pour Bookino, donc on est pas mal. Question très pratique, c'est garanti combien de temps ces appareils?
Alors, il est garanti 2 ans. Le Bookinoo est garanti 2 ans. Vous avez un service après-vente qui est à Lyon avec Nikita et Hugo qui gèrent du coup les retours. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Si on l'emmène à la maison et que le casse ou je sais pas quoi, Oui. c'est sous garantie. Oui, c'est sous garantie. Voilà, il faudra juste nous renvoyer un petit formulaire et on vous fait un échange. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, tout ça pour vous dire que je suis contente d'être là. Et je voulais savoir, vous, qui vous étiez rapidement. Alors, vous êtes moins nombreux peut-être que tout à l'heure là-haut, mais vous enseignez pour la plupart. Qui est enseignant? Avec le micro, vous m'entendez pas? C'est pour la captation. C'est pour la captation. Ah, c'est pour la captation de l'émission. Alors, qui est enseignant? Alors, les enseignants d'abord, vous enseignez en primaire? Oui. En collège? D'accord. Qui n'est pas enseignant? Voilà, donc une orthophoniste, une caméraman, 2. Comment? Gourbayat. D'accord, groupe Bayard, des concurrents quoi. Les autres, soyons clairs. Mais intéressés par l'audio, de toute façon. Alors, on a tous vécu une expérience chouette tout à l'heure. Enfin, chouette, plus que chouette. J'ai mal choisi mon mot, excusez-moi. Écouter de la poésie, de toute façon, c'est toujours formidable. Et c'est une écoute quand ça nous parvient jusqu'aux oreilles et jusqu'au cœur. Hein, c'est ça, dans cette écoute-là. Là, je vais vous faire, si ça marche, oui, je vais vous faire des petits jeux, comme ça, d'écoute, plutôt que de présenter le catalogue ou de la pédagogie, parce que je pourrais faire ça aussi, mais j'ai envie de commencer par des jeux d'écoute. Alors, la première plage, voilà, qu'on va écouter, c'est une devinette. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Écoute bien ces drôles de bruit. Voilà, c'est un instrument de musique. C'est des bruits acoustiques en fait. Alors c'est quoi? Vous donnez votre langue au chat? Oui. Alors on continue. Tu peux reprendre, Cécile? Non? Si, si. C'est pas très fort, mais vous avez tendu l'oreille. Vous avez tendu l'oreille. Il faut que je mette mon micro. C'est un accordéon. Et la plage d'après, normalement, on entend l'accordéon dans toute sa splendeur, qu'on les connaît. Si c'est bon, ça marche, Cécile? Oui, je te mets le second, c'est ça? C'est juste que le son est pas... Oui, le son n'était pas bien, mais ils avaient entendu quand même. Ça va quand même? D'accord. Oui, oui. Donc je mets le suivant. Oui. Bah, c'est à la suite, on entend. Voilà. Voilà, là, alors je ne vais pas vous le faire entendre davantage, ça va suffire. Ça, vous reconnaissez évidemment l'accordéon. Il s'agit, cette devinette, elle vient d'un livre qui s'appelle « Écoute et devine, les instruments de la musique klezmer ». Et dans cette série-là, ça appartient à une série, il y a beaucoup de musiques qui sont explorées de la sorte. Il y a la musique du Brésil, la musique d'Afrique, la musique du Maghreb,
et la musique de la fanfare. On peut trouver la Bretagne et le rock sur Internet seulement, etc. Enfin bon, il y en a 8 en tout. L'intérêt de la devinette, là, c'est de montrer que les sons, que les instruments ne sont pas que dans une écoute culturelle codifiée, que le même instrument d'une culture à l'autre, parce qu'on va retrouver par exemple le violon dans beaucoup de cultures musicales, de genres musicaux, et on n'entendra pas forcément le même son, la même façon de jouer, etc. Et moi je voulais cette idée que l'exploration sonore d'un instrument, ça se fait quand on est tout petit, quand on est enfant, et on devrait pouvoir garder ça, cette fibre-là d'explorateur, avec les objets, avec les sons, pour dire tiens, ça c'est joli. Ah, hop, 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 hop. De jouer comme ça avec le matériel sonore, il s'amuse. Le capteur de son, ça va pas être rigolo. Mais de garder cet esprit sensoriel et ludique. Voilà, dans cette collection, c'est ce qui est à l'œuvre. Je ne sais pas s'il y en a sur la table, mais bon, je vous indique cela. Et puis, alors, on va continuer avec un autre exercice, puisque voilà, nous sommes dans un canopé CRDP, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, SP. Comme on a fait une écoute, je vous ai observé tout à l'heure, beaucoup d'entre vous avaient les yeux fermés, s'étaient mis dans une posture confortable. Là, vous allez vraiment vous obliger à fermer les yeux et en mettant les paumes sur vos yeux, en enlevant les lunettes si nécessaire. On va écouter cette plage. Et alors là, la petite consigne, le petit jeu que je vous demande, c'est de vous projeter sur l'endroit idéal où vous aimeriez écouter c'est une musique là, vous aimeriez être pour écouter cette musique. Donc dans quelle position et où vous aimeriez être. Voilà. Le suivant, oui. Réveil brutal. C'est pour vous raconter plein de choses. Bon, alors, où est-ce que vous étiez? Où est-ce que vous étiez? Sur un hamac. Je me laisse balancer. Et vous vous laissiez balancer. Ça devait être bien. Oui. J'étais dans l'herbe. Dans l'herbe, au soleil. Ouais, enfin, Il y avait des coccinelles, non? j'ai plutôt la sensation de l'herbe. La sensation de l'herbe. J'étais dans une voiture sur une grande ligne droite. Dans une voiture? Sur une longue ligne droite. J'entends pas. Sur une longue ligne droite. Sur une longue ligne droite. Ah oui, il vaut mieux parce que vous aviez fermé les yeux, voilà. C'est du road trip. Peut-être, ouais. Ah oui, pas mal. Non, oui. D'abord, j'ai pensé une sorte de nuage un petit peu en édredon, puis je me suis dit, bon, un hamac, ça ferait l'affaire. Avec le vent qui passe. D'accord. J'étais partagée entre l'herbe ou la mer.
L'herbe ou la mer. Ah oui, donc vous avez navigué de l'un à l'autre. Moi, c'était plus bien au chaud dans mon lit. Bien au chaud dans son lit. On retrouve les édredons. Et on voit ceux qui n'ont pas bien dormi cette nuit. Qu'on pu se réveiller trop tôt. Est-ce que oui? Sur un parquet de danse. Sur un parquet de danse? Ah oui, donc vous aviez envie de danser là. Oui. Hein, c'est ça? Et ça aurait été... Ça, je suis pas allée jusque-là. Ah oui? Ah d'accord. En fait, c'était au bord d'une rivière, assise à un arbre. Adossé à un arbre, avec des libellules, par exemple. Ouais. Alors, je redescends là, cette rangée-là. Oui? Moi, j'étais dans un intérieur, dans une pièce très douillette, dans un bon fauteuil, Ouais. avec un thé à côté de moi. On a besoin de confort hein, pour écouter. Pas en extérieur. Oui. Moi, j'étais au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Très bien. Marie? Moi, j'étais, alors c'était un peu un cocktail de tout ce qu'on a dit. J'étais au bord de la mer dans un jardin, je suis courue dans la mer, et il y avait une fenêtre ouverte dans un hamac, et il y avait une fenêtre ouverte. Et il y a un violoniste et un pianiste qui jouaient. Ah ben voilà. Pareil, dans mon canapé. Dans le... Oh bah oui. Et les caméramens? Ils étaient quelque part? Non. Non, j'étais en train de travailler. Oui, le besoin de confort, en fait, ce qui m'apparaît là, c'est que, en fait, on n'a même pas besoin du confort, puisqu'on peut s'imaginer être dans cette situation de confort. C'est ça qui est formidable, aussi avec ce sens. C'est que, quelle que soit la façon dont on est entravé, obligé de regarder, parce que c'est souvent délicat d'écouter. Quand il y a... Tout à l'heure ce matin, il y avait quand même un spectacle, il y avait une personne qui lisait, un musicien, enfin un ingénieur du son derrière, il y avait c'était en train de se faire, donc on pouvait regarder. Mais quand on écoute un CD, quand on fait écouter un CD en classe ou devant un groupe, comment réagir? Qu'est-ce qu'on regarde? C'est pas toujours facile. L'écoute comme ça, collective, la canalisation de l'attention. Et donc, cette confiance que vous pouvez avoir dans le corps qui se... J'imagine que ceux qui ont parlé de canapé ou de fauteuil, vous avez l'habitude d'écouter de la musique dans un canapé, sur votre canapé ou dans votre fauteuil. C'est pas innocent, dans votre lit, dans l'herbe, peut-être moins, mais ça peut être un désir très, très riche et fécond, tout ça. Donc le corps, il peut se transporter là où il a envie d'être. La deuxième chose que ça m'évoque, c'est la danse. Le cygne, c'est le cygne de Saint-Saëns, ce morceau dans le Carnaval des animaux. Et évidemment, le lac des cygnes, voilà, il y a tout cet imaginaire aussi autour de la musique, et que le corps, il peut bouger. Voilà, donc comme on dit, vous savez, vous connaissez cette philosophie quand on fait une lecture à un groupe, là je parle plutôt des maternelles, mais pourquoi on ne garderait pas ça toute sa vie? C'est que on lit pour un enfant, pour 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 enfant. Ça, c'est une formule 1 plus 1 qui me vient de Gertrude Stein, la poétesse qui a fréquenté Picasso et les surréalistes. Et elle ne savait pas compter, elle disait il faut toujours compter 1 plus 1. Et quand on est devant un groupe, on est devant 1 plus 1 plus 1 plus 1. Bon, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que dans la philosophie de toutes les actions autour de la lecture qu'ont mené Accès, par exemple, et toutes ces associations fédérées par l'agence Quand les livres relit, eh bien, la lecture, on doit laisser libre l'enfant, surtout quand il est petit, hein, quand on s'adresse à des petits, libre dans son corps, libre d'évoluer, libre de bouger. Alors vous allez me dire,
dans une classe de collège, bon, non. Mais gardons ça à l'esprit, que le corps, j'ai entendu le grand chef d'orchestre Myung-Chung, vous en avez entendu parler sûrement, qui a dirigé l'orchestre philharmonique de Radio France, devant un concert pour enfants. C'était Roméo et Juliette qui se donnait ce jour-là à l'auditorium de Radio France, et il leur a dit « Vous pouvez bouger sur votre siège, les enfants, en écoutant, si vous avez envie de bouger, mais surtout, ne faites pas de bruit. » En fait, c'est ça, c'est bouger sans perturber les musiciens, mais bouger est complètement bienvenu, toléré. Ça montre aussi que vous écoutez la façon dont... Enfin, il n'a pas ajouté ça, mais c'est une façon d'écouter active. Donc ça, c'est vraiment aussi très, très important de garder ça en tête. Alors, là, c'était les petits jeux. Ensuite, on va écouter le troisième morceau. Est-ce que j'ai encore un petit peu, parce qu'après 38, oui, ça file vite le temps. Vous aurez peut-être des questions aussi à me poser. Vous connaissez le catalogue Didier Jeunesse? Non? Alors c'est dommage qu'on puisse pas entendre un peu plus fort. Ça. Monsieur Mozart ou le cadeau des étoiles. Surtout qu'on a des belles enceintes tout autour de nous. Et si nous partions en voyage? Le pays à visiter s'appelle la musique. Celle de Monsieur Mozart. Il y a le petit voyage. On va pouvoir l'entendre. Ouais, merci. Bravo, Cécile. Ah oui, c'est parfait, là, le chant. J'aurais pu vous demander d'écouter, on aurait pu adopter la même consigne et se dire où est-ce qu'on était, et peut-être pas allongé dans l'herbe, là, hein, parce que c'est beaucoup plus vif, tonique, plein d'énergie, cette musique de Mozart. Là, je regrette vraiment, avec une salle pareille, qu'on n'ait pas les enceintes qui nous... qui puissent être activées, parce que ce serait merveilleux. Mais Mozart, ça s'écoute sur du bon matériel. Bon, je ne voulais pas parler de ça, mais quand même, si vous faites de l'écoute collective, c'est important. Je ne sais pas ce que vous avez, des petits lecteurs de CD. On n'a souvent pas du matériel très... C'est souvent des postes avec CD, donc c'est pas l'idéal, mais bon, ça fait... Oui, ça le fait quand même dans un petit lieu, ouais. Alors vous savez qu'aujourd'hui, on peut écouter pratiquement tous nos livres CD sont écoutables en ligne. La qualité de l'écoute en ligne, faites gaffe à ça aussi, parce qu'on peut écouter en ligne, mais mettez des enceintes. La restitution d'un son comme ça ici, ça me fait de la peine, franchement, parce que ça massacre un peu Mozart. Hein, on entend des aigus, là, c'est complètement compressé. C'est hyper important. C'est pas du tout de faire découvrir Mozart, c'est notre vocation à tous. Moi, c'est ma vocation aussi d'éditrice, de transmettre, de faire connaître cette musique classique, comme on appelait chez moi quand j'étais petite, la grande musique, qui était réservée aux autres, hein, mais de la faire connaître à tous les enfants, de leur faire goûter ce plaisir, ce bonheur d'écoute. C'est vraiment une vocation, ça. Donc vous, étant à l'est de la France, en Alsace, je pense que vous êtes beaucoup plus sensible que dans d'autres régions à ces enjeux-là musicaux. Mais la qualité de la restitution, et aujourd'hui justement avec les MP3, il faut vraiment être très très vigilant et rendre grâce aux interprètes et à la qualité des enregistrements qui ont été faits. Ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que les enregistrements sont d'une qualité top,
et que la restitution, elle est de moins en moins bonne. Qu'on commence à s'habituer à écouter sur un portable un son dégueulasse. Hein. Donc là, réhabituer les enfants à écouter du bon son, ça, bon, voilà, ça c'était une des choses à dire. Vous avez vu que l'invitation au voyage, elle est donnée là dans le texte qui accompagne la musique. Ça, pour moi, c'est hyper important dans tous les livres-disques que j'ai publiés. Une invitation au voyage dans l'écoute, en fait, que ce soit au travers d'une histoire, La Petite Sirène, Peter Pan, Les Malheurs de Sophie, ou ces récits plus poétiques que sont les récits autour des compositeurs et bientôt des compositrices, parce qu'à la fin de l'année, nous allons publier Clara Schumann. Là, c'était Monsieur Mozart. Nous avons publié déjà Monsieur Chopin, Monsieur Ravel, Monsieur Satie, Monsieur Offenbach, Mr. Gershwin, etc. Et j'en oublie Monsieur Bach. Et là, nous allons publier Clara Schumann. Donc, les compositrices. Nous commençons une nouvelle série. Ça va intéresser la concurrence, je sais. Mais c'est drôlement important de les remettre. Et alors, ce qui est formidable avec les compositrices, c'est qu'on les découvre, même si elles viennent des siècles précédents. Elles ont été tellement peu enregistrées que on enregistre leurs œuvres là pour ces livres-disques. Ça, c'est vraiment. Donc, quand je dis c'est, il y en aura un deuxième l'année d'après. Bon. Je reviens à ce que je disais, j'ai l'esprit d'escalier. L'invitation au voyage, les mots des poètes, des écrivains qui retracent, c'est vraiment toujours assez poétique, donnent des indications d'écoute, nous emmènent quelque part et puis on part, on revient après à un récit, on revient à l'histoire d'un musicien, mais on navigue entre ce qu'on entend et ce dont on parlait ce matin. C'était très riche de commencer par cette expérience d'écoute, justement. Ça, c'est important que les mots nous emmènent quelque part. Il y a trop d'enregistrements aujourd'hui autour de la musique classique, vous comparerez, sans citer de noms, où il y a un tuilage tel entre musique et texte que c'est du Kouglof, quoi. Ça se superpose, on n'entend plus rien. Hein, c'est un millefeuille. Oui, je sentais un malaise dans la session. Forêt noire, c'est bien. Forêt noire, plutôt. Donc, vous voyez ce que je veux dire, quand c'est mastoc. Non, pas du tout le Kouglof. Donc, la respiration laissée à l'esprit qui écoute, à la personne qui écoute, et puis l'inspiration que ça peut lui donner, les indications d'écoute que ça peut lui donner, d'écouter une histoire en parallèle. Ça, c'était ce que je voulais vous faire entendre pour Monsieur Mozart, un texte de Karl Nora, qui est un grand poète belge qui a beaucoup écrit pour les enfants, mais pas que, qui a écrit aussi des poésies pour adultes qui sont très très belles. Et puis ça c'est lu aussi par la voix absolument magistrale, la diction magistrale de François Morel. Ça, il est reconnaissable entre tous et il a une présence, mais en studio c'est quelqu'un d'impressionnant. Par la voix tout de suite, il incarne un texte, et puis il cherche. Voilà, j'adore les grands comédiens comme ça qui sont tout le temps en train de chercher et qui continuent, qui malaxent le texte, j'allais dire maltraitent, non, c'est pas du tout ça, c'est le contraire, c'est qui veulent lui rendre service le plus possible, qui veulent être au service de l'intention du texte, avec leur vision de la chose. C'est vraiment passionnant de travailler avec ces grands interprètes. Alors, je vais vous faire écouter ensuite autre chose complètement ailleurs, parce que les rencontres entre les textes et la musique, elles peuvent être de tous ordres. Évidemment, on ne va pas écouter Monsieur Mozart sur une autre musique que celle de Mozart. Mais bon, là, vous allez voir, c'est Peter Pan. Alors,
Je ne sais pas où elle a commencé, l'extrait. Voilà. Et vous ne connaissez pas notre livre-disque Peter Pan? Si. Alors là, c'est pareil, si on n'entend pas. Tous les enfants grandissent. Tous. Sauf un. La mignonne Wendy se rendit compte qu'elle avait grandi le jour de ses 2 ans, quand elle entendit sa maman s'écrier « Comme j'aurais aimé que tu restes toujours petite ». Sa maman était une dame réservée et jolie comme une fleur, avec un baiser posé sur le coin de ses lèvres. Un baiser qui ne s'était pas encore envolé. Un baiser qui ne s'était pas encore envolé. L'écriture de Jean-Pierre Kerlock, qui reprend le roman Peter Pan de J.M. Barrie, est magnifique, de délicatesse, et vous entendez aussi la diction de ce comédien, Éric Pintus, qui est vraiment formidable, qui est un conteur par ailleurs, et qui a enregistré des contes, qui a écrit des contes chez nous, Fin de Loup et Oskili, qu'il a enregistré récemment. Donc si vous voulez aussi le découvrir dans son travail d'écriture et de conteur, c'est très très intéressant. Quelle est cette musique? Bon, je ne parle pas à ceux qui connaissent. Comment vous la caractérisez? Du jazz, oui. Comme une comédie musicale. Comme une comédie musicale. Ça vous fait penser à quoi comme comédie musicale? Ça n'entendait pas très bien. Oui, on n'entendait pas très bien. Ça pourrait être du Gershwin presque. Hein, pas loin, enfin il y a des extraits un peu plus loin. Eh bien, c'est du Charlie Mingus. Et voilà, j'ai eu envie, parce que j'ai travaillé avec Éric Pintus sur la mise en musique de ce texte. C'est moi qui avais demandé à Jean-Pierre Kerlock d'écrire une version de raccourci, abrégé de Peter Pan. Et je me suis demandé avec quelle musique on allait illustrer, enfin pas agrémenter, mais faire valoir ce texte. Comment on allait le valoriser? Il y avait plein d'options possibles. Alors là, moi, je suis un peu metteur en scène dans ces cas-là. C'est formidable. Enfin, oui, vraiment réalisatrice de cinéma, carrément. J'ai raté ma vocation. Mais je me suis dit, ça pourrait être de la musique baroque. Ça pourrait être de la musique des ragas indiens. Franchement, vraiment, j'ai essayé dans ma tête. J'ai essayé ça. Je me suis dit, est-ce que ça marcherait? Bah non, c'est trop américain quand même. Hein. Faut pas... mais ça fait du bien d'aller voir très loin pour revenir, c'est trop américain. Bon, alors du Gershwin, mais non, mais là c'est trop Gershwin. Et puis finalement, en discutant avec Éric Pintus, il m'a dit, t'as essayé Mingus? Ah ouais, tout de suite, moi j'adore. Et on est tombé d'accord. Et c'est lui qui a choisi les extraits, le montage, le tuilage. Et après, on a retravaillé ensemble là-dessus. Parce qu'à chaque fois, ce sont des œuvres, on a l'impression que la musique, elle a été créée pour le texte. C'est ça qui est formidable, mais c'est un travail de fourmi derrière, de dentelle, de dentelière. Et ça, là, je m'éclate à faire ce travail, à monter en fonction du texte, à monter, c'est un petit peu le travail que vous faites hein, sur la poésie, mais c'est exactement ce mariage, cet alliage du sens et du son. Souvenez-vous aussi, le sens et le son, ça me fait penser à complètement autre chose, c'est l'apprentissage du langage chez un petit. Je ne sais pas si vous arrivez à vous souvenir de ça quand vous étiez enfant. Comment vous avez dissocié les chaînes
phonétique que vous entendiez, par exemple, dans Une poule sur un mur? Non? Ça, vous vous souvenez pas de ça? Moi, je me souviens de ça. Du moment où j'ai compris qu'une poule sur un mur, c'était pas un animal particulier. Parce que pour moi, c'était... alors, je ne sais plus, par contre, j'arrive pas à me souvenir comment je me la représentais, une poule sur un mur. C'était une poule sur un mur. J'ai dissocié, j'ai segmenté la chaîne sonore. Très souvent, enfant, on agglomère le son et on s'en fait une fantasmagorie qui est formidable. Et tout d'un coup, il y a une révélation. Ah! Il y a ça qui se superpose au sens que les gens autour de moi comprennent. Et moi, j'ai quand même ça en moi. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on garde cette poésie première du son. On a tous ça en soi, la poésie première du son. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas encore exactement sémantiquement, syntaxiquement ce que ça veut dire. Et ça, on le conserve toute sa vie. Alors on ne s'en souvient pas forcément, mais on a tous expérimenté ça. Nous sommes des animaux faits de langage et de cette expérience première. Et ça, c'est une expérience éminemment poétique, ce rapport entre le son et le sens. Et quand on s'aperçoit de ça, vous souvenez de tous ces jeux panier, piano, voilà, où moi j'habitais Beaufort. Beaufort, 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 Beau. Voilà, on est dans la poésie. Hein, et ce jeu, faire tourner les sons pour qu'ils perdent leur sens. Après, on cherche ça quand on est devenu grand. Retrouver cet état où les sons perdent leur sens et retrouvent un autre sens. Bon, je me suis un peu éloignée de mon objet, mais... C'est du bonheur. Comment? Non, mais c'est un bonheur en même temps de t'entendre. Oui, alors il va peut-être être l'heure d'arrêter. Voilà, c'est ça, quand tu dis que c'est un bonheur, c'est ça, ça veut dire que c'est la fin. Hein. Ah, et... voilà, donc pour vous dire que ce qui m'anime là, ce que vous entendez peut-être en trop bref, c'est j'ai envie de vous communiquer ce qui m'a toujours passionné, ce qui me passionnera toujours, je crois, et qui est à l'œuvre dans peut-être chacun de ces livres-disques au sein de mon catalogue. Donc, venez les découvrir, c'est peut-être la meilleure chose que je pourrais vous inviter à faire. Donc, il y a la collection Écoute et devine, il y a la collection Autour des contes et des histoires. Donc, on a écouté un extrait de Peter Pan. On aurait pu écouter Thésée. Alors, pour ceux qui enseignent en collège, on a une magnifique série autour de la mythologie. Thésée, Orphée, Eurydice et Héraclès, avec à chaque fois l'œuvre symphonique d'un grand compositeur comme Beethoven, Mahler, Strauss, etc. C'est vraiment d'une pertinence incroyable et d'une force, à la fois violence et vigueur vraiment très très forte. Donc ça, je vous recommande vraiment cette écoute. Et puis les ballets, Casse-Noisette, La Belle au bois dormant, les grandes œuvres, etc. etc. Et les découvertes. Un livre-disque que j'ai mis en avant ici, c'est Enquête à l'orchestre, pour découvrir les instruments de musique sous différents genres. C'est-à-dire qu'il y a ce que fait le violon dans l'orchestre et ce qu'il peut faire dans un bal musette. Ce que fait le trombone et dans un cabaret de jazz. Voilà, différents styles musicaux pour le même instrument. C'est une histoire qui raconte une enquête policière autour d'une mort à l'orchestre. Hein. Les grands compositeurs et les compositrices dont on a parlé, et surtout aussi, évidemment, le fleuron de notre catalogue, c'est la collection Contine du Monde, qui permet... ça, vous la connaissez ? Même pas, non. Ça, c'est vraiment des best-sellers dans le catalogue Didier Jeunesse. Je les recommande très très fortement. Il y a Alain de l'Olivier pour le répertoire des enfants issus de l'immigration du Maghreb, et puis le Baobab pour l'Afrique noire, et tous. Hein, voilà, il y a 24 volumes à découvrir avec des prix à n'en plus finir, vendus dans le monde entier. Donc c'est une musique à entendre partout, à écouter partout, par toutes les oreilles. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Un grand merci à toi. C'est vrai que le mieux, ça aurait été d'apporter des audios à écouter, mais
j'avais plus envie d'avoir une conversation avec vous enseignants, parce que la plupart, si j'ai bien compris, sont quand même enseignants. Donc Bayard, je pense que vous connaissez plus Bayard pour le côté magazine, voire édition. Beaucoup de nos magazines ont été accompagnés de CD pendant pas mal de temps, mais on le voit là avec Didier Jeunesse, puis on peut expérimenter nous depuis quelques années aussi. Le champ de l'audio, finalement, il est super large. Donc là, on a vu beaucoup de musique, d'histoire avec de la musique. Et chez Bayard, on a à la fois la presse, l'édition, l'audiovisuel. Donc il y a du sonore dans tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que très naturellement, si on regarde chez Bayard, côté presse, les journalistes sont plutôt allés vers une forme d'écriture journalistique. Donc un travail autour du podcast, parce c'est toujours compliqué ces mots, livre audio, podcast, tout ça c'est de l'audio. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que côté journaliste, ils ont plutôt été... donc je ne sais pas si vous connaissez par exemple les podcasts Curieux de Science qu'on a pu faire avec le Muséum d'Histoire Naturelle, ou des podcasts Même pas vrai qu'on a pu faire côté Milan contre les stéréotypes, ou le podcast Animal Mystère, où là on est plutôt sur les plus petits à découvrir les animaux à travers une espèce de jeu, ou à travers des indices, on va essayer de deviner de quel animal on parle. En fait, on apprend. Donc voilà, c'est intéressant de voir que côté édition, naturellement, on est allé vers le livre audio. Et donc là, les questions qui se sont plutôt posées pour nous, c'était comment, notamment sur les plus petits, peut-être me focaliser un peu sur les plus petits, mais comment, quand on enlève l'illustration, parce que forcément dans les textes, dans les livres qu'on peut voir pour le petit, le rapport texte-image, c'est quelque chose qui est fondamental. Et donc quand on retire le visuel, est-ce que c'est juste on le retire, ou est-ce qu'on crée finalement une nouvelle œuvre? Quelle liberté on se donne pour reconstituer une œuvre où l'illustration n'est plus graphique, mais sonore. Donc là, on l'a vu avec de la musique, mais voilà, parfois, on va avoir certaines collections où on va s'attacher vraiment au texte, et l'illustration sonore est très, très simple, et parfois, selon le sujet, la musique va être plus dominante. Et l'âge aussi, on se rend compte, est quelque chose de très important. Quand on a commencé à faire des histoires pour les tout petits, par exemple, je sais pas, Petit ours brun, on s'est rendu compte que parfois, quand on enlevait les visuels, un mot qui paraît assez simple pour nous, lavabo, Petit ours brun va se laver les mains au lavabo. Une fois qu'ils avaient le visuel, ils comprenaient bien, même si c'était un mot qu'ils n'avaient pas encore acquis. Mais quand on enlevait ce rapport texte-image, ça devenait un mot en fait assez barbare. Et donc comment est-ce qu'il fallait changer le texte? Est-ce qu'il fallait illustrer de manière sonore le mot? Voilà, donc c'est tout ça pour vous dire que on s'est vraiment... on a vraiment arrivé à la conclusion que c'était pas juste se dire je prends le livre et je le mets en audio comme si c'était une machine de ChatGPT, hop je le mets. Mais c'était vraiment se dire c'est un média en soi. Et finalement qu'on soit du côté livre audio, on avait l'impression d'être moins dans la création que du côté podcast, où on était vraiment sur un travail d'écriture natif audio. Et on se rend compte que si dans les deux cas, c'est un média en soi et qui a ses propres codes, et voilà, et donc un éditeur ou un producteur audio, on l'a vu là avec Didier Jeunesse, fait des choix d'illustration sonore, fait des choix de type de vocabulaire qui marchent quand il n'y a pas le visuel. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui sont passionnantes et qui sont une vraie expertise à avoir. Donc ça c'était pour vous dire un petit peu les coulisses de tout ce qu'on peut faire en audio. Et donc aujourd'hui on a des livres audio à la fois pour la maternelle, où là forcément, voilà, ce que je vous dis, ce travail sur l'illustration sonore va être importante. Et puis après on a des livres audio qui sont plus des textes littéraires. Donc par exemple là on est en train d'enregistrer Les Chats de Marie-Hélène Delval. Donc voilà, la question aussi se pose, est-ce qu'on a besoin d'illustration? Quelle est la part qu'on laisse à l'imaginaire? Donc là, Les Chats, je ne sais pas si c'est une histoire que vous connaissez, mais c'est assez flippant. Voilà, donc est-ce qu'on en rajoute en mettant de la musique qui nous emmène dans cet univers-là, ou est-ce qu'on laisse l'enfant, ou l'ado en l'occurrence, faire ce chemin-là seul? Donc là, tout à l'heure, on s'est imaginé où on était, on peut aussi imaginer l'ambiance sonore. Voilà, donc tout ça, c'est des choix. C'est le rôle d'un éditeur ou d'un producteur de faire des choix.
Mais c'est voilà, intéressant et je pense que selon les âges, c'est pas forcément la même réponse non plus. Donc ce mot audio est toujours un peu gênant parce que de quoi on parle en fait? Est-ce qu'on parle de musique? Est-ce qu'on parle de livre avec musique? Est-ce qu'on parle d'une œuvre littéraire? Est-ce qu'on parle d'une activité? Donc on va avoir nous aussi tout un pan d'audio où on est plus, par exemple, on a fait toute une série sur le yoga. Voilà, on n'est pas du tout, c'est pas du tout pareil qu'une œuvre littéraire qu'on mettrait en audio. Donc après, moi, ce qui m'intéresse, donc il y a tout ce travail sur l'âge, le type d'audio, et puis il y a aussi la place de l'enfant et de vous, enseignants, dans tout ça. Donc, dans le livre, la place de l'enfant, elle va être comment il le reçoit, mais dans le travail qu'on fait sur l'audio, c'est aussi parfois, donc, sur des podcasts qu'on a pu faire par exemple, on va avoir une conversation entre l'enfant, par exemple sur Curieux de Science, dans la démarche scientifique, donc le principe de Curieux de Science, c'est vraiment de sensibiliser les enfants à la démarche scientifique, et donc on part toujours de questions d'enfants, donc ça peut être comment est-ce que c'est la poule ou l'œuf, ou comment on a su que quelque chose, et en fait on va toujours partir de la question de l'enfant et c'est mené sous forme un peu d'enquête, et l'enfant va aller interroger des experts du muséum, et ça va être une conversation entre ces experts et l'enfant. Donc ça permet des formes d'écriture, des formes narratives qui sont très différentes de celles du livre. Donc en gros, pour nous, l'audio, c'est vraiment un terrain de jeu, à la fois dans l'écriture, dans la narration et dans l'accompagnement sonore qui peut être... Voilà, donc il y a toutes ces couches, je ne sais pas si c'est un kouglof ou une forêt noire, mais en tout cas, voilà, il y a toutes ces couches qui s'entremêlent et qui font que chacun va le recevoir. Et puis pareil, l'audio, quand on interroge un petit peu pourquoi il y a cette adhésion très forte aujourd'hui à l'audio, il y a en partie ce côté je me déconnecte de l'écran. Je pense qu'on vit tous dans un monde où on est submergé d'images, parfois pour le bien, il y a des super films, il y a des super vidéos, il y a des super problèmes, mais on est quand même submergé d'images, et donc ce besoin de déconnexion et d'intérioriser un petit peu plus les choses, je pense que c'est un des gros plus de l'audio. Ça permet aussi de se détendre, donc là on l'a vu, on se laissait transporter par la musique, ça permet aussi d'apprendre, de découvrir plein de choses. Donc voilà, pour nous c'est un format créatif et ça a plein d'objectifs possibles. Voilà, donc on va retrouver, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait tout le catalogue, mais en gros voilà, on va avoir nous des livres audio que vous allez pouvoir trouver chez les audiolibraires, dans les prêts à la bibliothèque, donc qui vont vraiment des tout petits jusqu'aux ados. Et on va avoir des podcasts, des séries audio qu'on a créées nativement. Et donc, je vous ai donné un exemple, Curieux de Science, ou même pas vrai. Après, moi, aujourd'hui, la conversation que je voulais avoir avec vous, c'est ce qui est compliqué pour nous aujourd'hui, c'est comment rejoindre les enfants ou les enseignants. Donc, on a vu l'expérience Bookinoon, on a aussi une enceinte qui s'appelle Marlin. Mais c'est vrai que le fait que les CD soient un peu moins, et le taux d'équipement diminue un peu, ça m'intéresse de savoir un petit peu, vous, comment vous découvrez les audios en tant qu'enseignant, comment vous êtes au courant de ce qui peut être disponible, quel support vous avez pour les écouter, comment vous pouvez les partager en classe avec les enfants. Voilà, déjà sur ces deux questions, ça m'intéresserait vraiment parce que je pense qu'on est tous en train de se dire, voilà, il y a beaucoup de créations audio chouettes à disposition, mais comment est-ce que vous êtes au courant, vous savez un peu ce qui se fait? Est-ce que c'est des recherches personnelles? Est-ce qu'il y a des endroits où vous avez, comment vous êtes au courant de tout ça, et comment sur quel support? Est-ce que c'est encore le CD qui est surtout là où il y a d'autres... je ne sais pas qui veut... Par exemple, moi je faisais la comparaison avec les livres qu'on reçoit. On reçoit de certains éditeurs des livres dans nos casiers, je suis en français par exemple. Ça
on y a facilement accès, avec des catalogues, on se dit ah c'est sympa, on peut faire ça, 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 ça. Mais pour ce qui est audio, c'est vrai que moi je trouve que c'est un manque. C'est un manque, ouais. Enfin, dans l'établissement, le fait que ça ne vient pas trop dans les établissements, j'ai l'impression. D'accord, donc en fait aujourd'hui c'est vraiment plus une démarche personnelle. Donc là où vous avez des catalogues d'éditeurs ou de manuels scolaires sur le papier, ça vous manque d'avoir. D'accord. Et en termes d'écoute, est-ce que ça passe beaucoup par. Vous êtes plutôt collège de mémoire ? Ouais. Donc ça passe par les ENT ou vous. Alors moi je ne l'ai pas encore fait, mais il y en a qui peuvent s'enregistrer sur les ENT. Après, il y a aussi ce qu'on trouve en ligne, très clairement. Donc plutôt les podcasts. Oui, ouais. Ça peut être les podcasts. Et du coup, les livres audio, je vous donne un exemple. Donc en mythologie, nous, on a les feuilletons de Muriel Zapp, je ne sais pas si vous les connaissez, feuilletons d'Hermès, d'Artémis, d'Ulysse, qui, en tout cas la version livre, est très utilisée dans les écoles. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui le lisent à haute voix, plutôt en primaire qu'au collège. Voilà, si aujourd'hui un enseignant voulait faire écouter cette audio dans la classe, comment est-ce qu'il pourrait le faire ? Juste l'ordinateur, donc ce qu'on peut mettre dans D'accord. C'est très basique. Donc ce serait plutôt sur l'ordinateur. Ouais, c'est un peu compliqué. Vous êtes dans les conditions d'écoute de tout à l'heure. C'est ça, c'est les autres matériels personnels. Non, j'ai rien. Et puis, enfin voilà, au niveau, c'est un peu ça. C'est bien à tout le monde, non? Non, j'ai la chance d'être équipée d'un TBI avec des haut-parleurs. D'accord, donc En primaire. Et voilà, donc du coup, soit j'insère un CD dans l'ordinateur et je peux le diffuser directement par les enceintes. Soit mon ordinateur est connecté, donc je peux transférer du son d'internet ou de choses que je peux raconter. Donc j'imagine plutôt l'univers podcast qui est accessible en streaming, en ligne, plutôt que de télécharger des livres audio ou... Après, voilà, j'ai une série de livres audio, j'ai des choses, donc ça, quand c'est des choses que je possède déjà, je les ai en CD, donc du coup, je les... Ouais, donc vous partez encore beaucoup du CD. Voilà, et après, sur les nouveautés, c'est plus des choses en ligne, effectivement. D'accord. Et alors après, autour de ce qu'on a pu faire, donc effectivement dans les podcasts que je vous ai cités, Curieux de Science, et par exemple Salut l'Info, qu'on fait avec France Info, qui est un podcast d'actualité pour les enfants, qui part toujours des questions d'enfants sur l'actualité de la semaine. Donc on a fait plusieurs choses, on a fait des fiches pédagogiques avec qui s'appelle le quart d'heure d'actu. Donc c'est des extraits, c'est le podcast beaucoup plus court que qui paraît tous les vendredis, donc vous pouvez écouter. Et derrière, il y a des quiz, il y a des du matériel, enfin, il y a une séquence, on va dire, clé en main pour le primaire. Et pour la semaine de la presse à l'école, on a fait des webinaires où des classes participent. Alors là, c'est plutôt une notion d'éducation aux médias. Et donc là, autour de Salut l'Info, donc c'est des journalistes de Salut l'Info, donc à la fois Astrapi et France Info. Donc là, par exemple, cette année, on a travaillé sur les fake news. Et ce qui était intéressant, et ça c'est aussi une question pour nous sur l'audio, c'est le degré d'interactivité. C'est-à-dire qu'il y a des livres où on va être passif, entre guillemets, on n'est jamais passif, parce que quand on ne lit pas, tous nos sens se mettent. Mais en tout cas, on n'interagit pas directement avec le contenu, on le reçoit. Et donc là, par exemple, dans ce webinaire, pour faire comprendre un petit peu la notion de fake news aux enfants, on leur montrait des images et après on les faisait réagir, on demandait à chaque classe de voter en ligne, est-ce que c'était a priori vrai, on ne sait pas, ou c'était carrément faux. Et donc, ils devaient regarder s'il y avait une source, si l'image avait été un peu trafiquée. Et voilà, il y avait ce côté un peu interactif où on pouvait réagir. Et donc ça, c'est des choses qu'on a pu faire autour des podcasts. Donc là, c'est plutôt du matériel qui vient en support de ce qu'on fait en audio. Et donc ça, voilà, c'est des choses qu'on peut faire à partir de ce qu'on fait, on va dire pour le grand public, pour les enseignants. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, la question aussi basique que le support est compliquée pour nous pour arriver à rejoindre, vous en tant qu'enseignants et les élèves eux-mêmes, en dehors de voilà, tout ce qui est un petit peu streaming. Donc, voilà. Moi, du coup, j'ai une question. Tu parlais de la diffusion
Non, pour l'instant, effectivement, on n'a pas de catalogue parce que pour la plupart aujourd'hui, on n'a pas de version CD. Et donc, du coup, on n'a pas. Mais voilà, ça fait partie des questions, justement, de se dire comment est-ce qu'on peut comment vous pouvez être au courant de tout ce qui est disponible. Donc, on a du matériel, voilà, des catalogues plutôt sur la presse, tout ça, où on va commencer à informer qu'il y a des choses disponibles en audio. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un catalogue. Ce qui est compliqué, c'est que le CD, une fois que vous l'aviez, vous l'avez et il vous appartient et vous pouvez le mettre. Là, ce qui est toujours délicat pour nous, c'est qu'on vous envoie vers des plateformes entre guillemets propriétaires. Donc, si je vous dis, allez acheter ce livre, il est disponible sur Fnac.com, Kobo Fnac, Audible. Voilà, vous êtes obligé de faire un choix d'une plateforme. Et donc, c'est toujours une question pour nous. Est-ce que voilà, c'est quelque chose avec lequel... c'est un petit peu différent du livre que vous achetez certes dans un magasin. Une fois que vous l'avez. Vous n'êtes pas obligé d'aller le lire sur la plateforme Audible. Et voilà, donc... Du coup, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des réflexions, par exemple, de se dire on va rematérialiser ces fichiers numériques avec un QR code sur une carte postale ou autre, qui est peut-être plus facilement exploitable, si je peux me parler pour le cours, plus facilement exploitable en classe que d'aller s'inscrire à une plateforme, comme tu l'indiquais, pour accéder aux fichiers numériques. Moi, ça me gêne, j'utilise, pardon, mais c'était pour moi. Non, mais c'est d'utiliser mon téléphone perso. On me fournit jamais, on me fournit pas du tout de téléphone pro. Moi, ça me gêne vraiment d'utiliser mon téléphone perso pour des choses qui sont pro. Et on nous demande un peu trop, enfin, il y a des collègues qui sont prêts à le faire. Moi, par exemple, je suis absolument pas prête à le faire. Et on nous demande pour plein d'autres choses. Voilà. Et du coup, voilà. Moi, je trouve que sans avoir l'appareil, c'est délicat de nous demander à chaque fois d'utiliser notre instrument personnel. Enfin, voilà. D'accord, donc le QR code pour vous, c'est un bloquant. Ah, moi, c'est absolument non. Mais d'autres collègues vous diraient oui, problème. Donc, ça serait plutôt un catalogue en ligne où vous pouvez cliquer. Oui. Ouais. Et où c'est officiel aussi que je passe par mon établissement pour. Voilà, parce qu'après, par exemple, il y a la question du gestionnaire qui veut plus ou moins bien nous fournir des bons de commande pour les livres, qui nous demande des devis alors qu'il a prix unique. Enfin, voilà. Voilà. Non, pardon, mais voilà. Pour nous, c'est comme ça. Pour nous, c'est comme ça, par exemple. On a juste battre en français en expliquant que, par exemple, les livres papier, il y a des prix uniques, mais il faut quand même 3 devis. Voilà. D'accord. Voilà. Oui, non, on en est là. On est un peu. Voilà. Et une autre question que j'avais, c'est un petit peu comme voilà, en maternelle, il peut y avoir des moments du conte ou des moments d'électricité. Est-ce que l'audio, ça devient quelque chose, un moment, alors peut-être moins au collège, mais en primaire ou maternelle, est-ce que vous avez des moments dédiés à l'écoute, voilà, ou est-ce que c'est pris dans le temps, un peu histoire, de manière générale? On a des rituels aussi d'écoute musicale. Et puis dans ma classe, j'ai un point écoute. En fait, tous les enfants ils peuvent en autonomie s'y rendre et puis écouter une histoire, par exemple, qu'on a déjà travaillé en classe, des choses comme ça. Avec un répartiteur et des cassettes. D'accord. Est-ce que vous avez des questions Alors après, ce que je peux faire, c'est envoyer justement, parce que à Cécile, une espèce de playlist avec voilà, les audios dont je vous ai parlé. Si ça vous... Ouais, donc comme ça, voilà, c'est très simple, c'est une playlist, vous pouvez écouter. Voilà, c'est des formats parfois un peu longs, donc voilà, c'est bien de voir le temps, et voilà, ce serait très intéressant d'avoir vos retours. Mais c'est vrai que voilà, la vraie question pour nous, c'est avec la diminution du CD, c'est comment toute cette création qu'on peut avoir, qu'elle soit documentaire, donc on a fait tout un travail, par exemple, une collection qui s'appelle Mes petits docs, voilà, avec vraiment un travail sonore super important. Mais, ouais. Oui, vous parlez de plateforme audio, la difficulté du téléphone dans cet usage, etc. Mais les choses sont vraiment en train de bouger quand même. Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent et qui se branchent sur Internet dans le cadre scolaire.
Non, ce que je voulais dire, c'est que les plateformes comme SoundCloud, je ne sais pas si vous Oui. elles sont peut-être éphémères. C'est aussi si on vous donne des liens parfois sur, à l'intérieur. Là, c'était plus pour vous faire découvrir. Hein. C'est vous avez vu, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, combien de temps le lien va être valide. Peut-être qu'à un moment, ce lien-là sera payant pour nous, et donc vous n'y aurez plus accès. C'est très compliqué pour nous. Voilà, c'était un peu tout le sujet, c'est que voilà, nous, on croit beaucoup à ce format qui offre un champ de la création qui est, voilà, que ce soit pour des activités, de la fiction, du documentaire, qui nous paraît très immersif, une interactivité possible avec les enfants. Il y a déjà je trouve qu'il y a déjà énormément de choses, hein, que ce soit côté, j'aime pas trop le mot podcast, mais en tout cas série native audio ou livre audio, c'est-à-dire en lien avec un livre. Mais la difficulté pour nous, c'est à la fois de vous faire savoir ce qui existe, que vous puissiez écouter, et en même temps ce support CD qui effectivement avait la facilité, déjà l'autonomie de l'enfant, et puis le fait que une fois que vous l'aviez. Aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on vous envoie pour écouter, pour que vous soyez voilà, à l'aise, parce que soit c'est du streaming, il faut une connexion internet, soit c'est du téléchargement, mais du coup en général il faut acheter sur une plateforme un peu propriétaire, et je ne sais pas voilà, si c'est quelque chose. Je vais me permettre, je ne suis pas enseignante, mais je l'ai été pendant 2 ans, et je faisais écouter beaucoup, pas de livres audio, mais beaucoup de musique en classe, et c'est vrai que pour moi le plus simple c'est vraiment les plateformes de téléchargement, parce que je peux mettre ça sur une clé USB, un disque dur, et quand je change de classe, de salle, quand je change de poste, je peux faire ça super facilement. Et il n'y a pas toujours des post-CD en fait dans nos salles de classe. Et du coup, USB c'était vraiment pratique. Et téléchargement c'était super pratique. C'était de mon expérience. D'accord, donc vous téléchargez du gratuit ou aussi du payant? Non, du payant. D'accord, donc vous aviez sur votre budget. Alors pour le coup, je faisais ça sur mon budget personnel. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on peut, en soi, on peut faire la démarche de demander, j'imagine. Moi j'étais enseignante pendant 2 ans, donc j'ai pas pris la peine de le faire, mais je pense que... Mais je vous rejoins parce que je viens de dire, nous, dans le cadre de la Cour de l'histoire, on sait que c'est la pratique la plus fréquente, effectivement, de télécharger le titre et après de mettre sur clé USB et se balader d'une classe avec sa clé. Parce que là, typiquement, voilà, on était en plein enregistrement des chats de Marianne Desval, qui est un titre recommandé par l'Éducation nationale. On se disait que ce serait quand même super chouette que les enseignants puissent l'utiliser avec leurs élèves, mais voilà, c'est toujours une question de... Puis on peut espérer qu'il y a peut-être un chantier qui nous va par avancer, c'est que j'ai envie de ça dans les bibliothèques, avec le prix numérique dans les bibliothèques, on peut emprunter du jour en format numérique. Il y a un peu en jeu là aujourd'hui avec les documentalistes, parce qu'en fait, qui n'ont pas accès à PNB, donc il y a quand même, PNB c'est le prix numérique dans la bibliothèque. Et c'est vrai qu'on se dit, idéalement, ça serait bien aussi à terme qu'au niveau des centres de documentation, il y ait possibilité d'accéder à ces formats numériques. En plus, je pense que ça correspond aux usages de beaucoup aujourd'hui, et c'est en construction, enfin, on est loin d'être encore au développement de cette solution. Voilà, donc c'est vrai qu'en parallèle de tout le travail qu'on peut faire sur la création des contenus, on va les rendre accessibles, et notamment, moi, je trouve que les enseignants et les bibliothèques sont un peu... C'est pas évident. Et, enfin, je sais pas, mais pendant le confinement, je l'ai vu ne serait-ce qu'avec mes enfants, ils recevaient des PDF des enseignants, voilà, parce que il n'y avait pas vraiment d'endroit où nous envoyer, enfin, où nous on pouvait écouter les recommandations des enseignants. Et je trouvais ça vraiment dommage. Donc voilà, on a vraiment envie de travailler auprès de vous, pour mieux comprendre vos usages et travailler aussi avec les ministères pour que ce soit plus simple d'accès. Parce que je pense qu'il y a vraiment toute cette formidable création, il faut qu'elle puisse être accessible. Merci beaucoup, je suis désolée, j'arrête Stéphanie, mais c'était intéressant aussi parce que c'est vrai qu'il y a toute cette question de Donc, bonjour à tous. Donc, on est une petite maison d'édition de la région alsacienne. Donc on n'a pas le catalogue, on est loin d'avoir le catalogue des 2 maisons d'édition qui viennent de passer. Mais l'intérêt d'être ici aujourd'hui, c'est un peu notre historique.
Donc on est, en fait, l'Inattendu est une structure qui est d'abord une compagnie de spectacle. Donc née il y a 20 ans, j'étais en train de réfléchir quelle année c'était. Donc voilà, née il y a 20 ans. Donc une compagnie de spectacle régionale. On fait beaucoup de contes jeunesse. On a toujours travaillé auprès de la jeunesse. Donc autant en tant qu'intervenante. Donc je suis moi-même comédienne, metteur en scène et auteur. Donc on intervient auprès de la jeunesse, autant pour des projets artistiques, de l'accompagnement artistique dans différents domaines. Donc au début c'était vraiment le théâtre, le conte vivant, mais petit à petit aussi l'écriture et vraiment les livres. Et là en fait on a en 2009 créé, 2010, je suis perdue dans les années, ces années Covid nous ont perturbés. 2009 j'ai créé un spectacle qui s'appelait Asukile et le vieux lion, donc un conte musical de type africain, qui a été joué dans des dizaines et des dizaines d'écoles. Donc au départ, on travaillait beaucoup avec les maternelles et les premières classes de primaire. Et en fait, c'est la structure, donc compagnie de spectacle, qui est devenue maison d'édition autour, finalement, du conte musical, du conte vivant à l'origine, et voire pas forcément toujours musical, parce qu'on fait également des lectures dans d'autres domaines, mais aujourd'hui je focalise sur tout qui est... On a déjà grignoté du temps, donc j'essaie d'aller à l'essentiel, mais on fait essentiellement du conte jeunesse avec des interventions musicales. Donc le premier livre, donc Asukile, la structure est devenue maison d'édition, donc autour de ce conte vivant en interprétation et en tournée. Donc c'était vraiment une demande, donc d'où l'intérêt aussi par rapport à ces rencontres sur ces 3 jours autour du livre audio, de dire que nous, effectivement, ça a été une demande de dire, on l'a entendu, on aimerait avoir le support écrit. Donc nous, c'est vraiment notre parcours et c'est comme ça qu'on est né en tant que maison d'édition, en plus de la partie spectacle. Et donc l'année d'après, on a créé un spectacle directement, on a fait le livre CD. Donc on a un tout petit catalogue en vraiment livre audio, qui n'est que 3 contes, hein. C'est un tout petit catalogue. Par contre, la particularité aussi d'être ici aujourd'hui, c'est qu'on est en local, donc savoir, peut-être en parler avec les enseignants de la région, savoir comment on utilise, donc ça c'est le second. Les autres sont là-bas, hein, n'hésitez pas, mais le second, Milly la lutine, donc qui est né, celui-ci par contre en primaire. Donc suite à des interventions autour du conte traditionnel, et c'était l'idée de créer une histoire qui fait des références à des contes traditionnels ou à des personnages qu'on va connaître, comme le corbeau de la fable, mais qui est indépendant de l'histoire. Donc on fait du conte ludique qui peut amener à d'autres références. Et l'intérêt, je disais, d'intervenir ici, c'est aussi de se dire comment nous, on est arrivé au livre, et puis finalement, comment on voit qu'on l'utilise, comment nous, on est témoins de cette utilisation, de se dire qu'il y a à la fois l'écoute d'abord. Alors bien sûr, on a parlé, et je pense que vous en avez parlé sur les 2 jours précédents, de l'apprentissage de la lecture. Enfin, je ne refais pas tous les points positifs du livre audio, je pense que ça a été dit et redit. Mais voilà, se dire aussi que, alors, d'autant plus, là, on peut proposer en plus des contes mis en voix et en musique sur la région. Et après, le livre, c'est comme ça qu'il est beaucoup exploité dans la région. C'est d'abord de découvrir avec soit les artistes, soit les enseignants, le livre, et qu'après le livre, effectivement, j'ai entendu tout à l'heure, il y a des points, souvent dans les écoles, on rencontre des lieux d'écoute autonomes. Et voilà, donc nous, c'est l'utilisation qu'on voit davantage, de passer d'abord par l'écoute. L'enfant va d'abord écouter, entendre, avant de pouvoir lui-même être autonome autour d'un livre CD. Donc ça, c'était un peu pour reprendre un peu les points positifs des livres audio, et de dire aussi que donc, du coup, on crée également des histoires qu'on va mettre en musique, donc qui peuvent être aussi d'autres opportunités. Et là, en l'occurrence, on ne parle que dans le régional, c'est-à-dire que si vous avez un livre qui vous intéresse, une histoire, et qu'on a des artistes qui interviennent également pour des mises en voix, des mises en musique, on crée du spectacle, on crée des choses comme ça. Donc c'était un peu la particularité de notre maison d'édition, c'est que là, on est en rapport un peu régional par rapport à aussi cette opportunité-là. Voilà, donc en fait vous pourrez découvrir l'ensemble, je sens que comme le temps a été grignoté, donc on a effectivement cette petite collection de livres CD, mais on a également des petits contes qui sont autour de personnages qu'on a créés justement dans le cadre de spectacles. Donc on a d'autres contes musicaux
qui existent en dehors des supports papier. Donc, qui sont en plus en écoute. On fait différentes choses dans la région, justement, dans ce sens-là. On fait aussi des immersions, des lectures. Vous avez parlé en haut, on fait par exemple des siestes acoustiques, donc dans la forêt, avec du texte et de la musique, des choses comme ça. Et on essaie d'amener ça aussi dans le milieu éducatif, dans les établissements. La rencontre entre l'artistique, la mise en voix, la mise en musique et le support livre derrière. Donc il y a plusieurs choses qui se font avec notre structure. Également créer des histoires avec les enfants et les mettre en voix. Voilà. Un peu en gros notre travail inattendu. Est-ce que vous aurez des questions précises dans ces domaines-là? Non. Alors moi juste un petit point, je vous le signale à vous déjà en premier lieu d'une manière générale, puisque vous parliez du fait que vous étiez en région. Le 22 septembre, on organise les régionales du livre audio. C'est la première fois qu'on les organise, avec l'idée de mettre en lien les acteurs du livre, les studios, l'écosystème du livre audio. Donc ça sera ouvert à tout le monde. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais pour les enseignants ici présents aujourd'hui, vous êtes ici. Je ne sais pas encore où ça sera, le lieu sera confirmé, mais c'est une sollicitation de la DRAC qui est de la région Grand Est et qui nous semble pertinente. On sait qu'à Strasbourg, on a quand même la chance d'avoir un écosystème avec les studios, parce que Arte est présent, donc qui est assez présent, des auteurs aussi, tout à l'heure aussi, qui sont présents en région, donc ça sera aussi un moment peut-être pour découvrir de manière plus approfondie tous les acteurs de la région. En tout cas, alors je savais pas, du coup, si vous pouvez juste mettre l'image du site, je ne sais pas si c'est encore branché, s'il y a un lien internet ou pas, simplement pour le visuel, mais je ne sais pas sur quel ordinateur. Juste pour visualiser. Et sinon, de toute façon, sur le stand, vous n'êtes pas sur notre petite table de présentation, vous avez les catalogues, n'hésitez pas sur le côté livre, les livres vraiment, et le côté spectacle aussi, et animation, lecture musicale, etc., qui tout se trouve sur le site. Petite question. Oui. Vous éditez uniquement vos créations ou vous éditez aussi d'autres personnes? On édite d'autres personnes, oui. On a, là, en l'occurrence, le 3e album CD qui était sorti, c'est un conte musical sur les instruments de musique africains. Donc c'est un collectif qui a créé l'histoire, autant justement pour l'oralité. Voilà, c'est aussi un point qui était important. Comme on travaille sur le conte, c'est vraiment la transmission de l'oralité, du conte à l'oral, etc. Et donc là, par exemple, c'est sur les instruments de musique africains, où il y a tout un collectif de conteurs, lecteurs, musiciens africains. Donc voilà, il n'y a pas que notre travail. Et après, en l'occurrence, en dehors des livres audio, encore plus, on est une vingtaine d'auteurs et illustrateurs. Vous avez aussi une partie livre plus classique alors? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais, en fait, en livre audio, on a une toute petite collection, mais le reste, en fait, on a une vingtaine d'ouvrages environ, mais que 3 livres CD. Voilà. La particularité d'aujourd'hui, c'était de parler de ça, par rapport justement à ce qu'on en fait aussi autour, par rapport aux interventions. Mais effectivement, on édite la maison édite d'autres auteurs et d'autres projets qui n'ont pas forcément un lien avec le livre audio. Donc beaucoup de jeunesse quand même, avec même des histoires pour les petits, les maternelles sur les animaux, des choses comme ça. Donc des contes aussi, mais pas que. Il y a une partie roman et une partie poésie. Voilà. Okay, ça m'a l'air très complet. Voilà, et donc en fait juste pour visualiser, effectivement, merci beaucoup, l'inattendu. Et donc il y a vraiment la partie spectacle et la partie édition. Donc c'est simplement pour vous montrer le site et l'accès. Et vous allez pouvoir découvrir les différentes choses. Et ce n'est absolument pas exhaustif justement sur tout ce qui est intervention scolaire, sur tout ce qui est projet et tout ce qui est mis en relation
sur des projets justement de contes musicaux ou d'interprétation, de lecture musicale, peu importe, de tout ce qui est fait en extérieur. Là, ça va être le spectacle, ceux qui sont en plaquettes, et les livres, voilà, tel titre, tel ouvrage, tel auteur, mais n'hésitez pas à nous consulter. Voilà. S'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Alors moi je suis là pour, donc je ne suis pas l'entreprise Overhome, je m'appelle Nathalie Boyer, je suis médiatrice en numérique éducatif ici à Réseau Canopé, et ils n'ont pas pu se déplacer, donc je représente leur solution. Alors, ces petits objets liés à une tablette. Alors l'objet est inhabituel et en fait c'est quelque chose qui a été créé au départ avec des orthophonistes et ce sont des manettes incroyables. Alors, je suis un peu cachée là, mais voilà, en fait la solution c'est 2 manettes que vous voyez là, 2 applications. Pendant longtemps il y en a eu une qui regroupe 11 activités et il y a une nouvelle que j'ai découverte il n'y a pas longtemps qui s'appelle Sound Explorer et BlablaMix, et vous avez 12 activités associées. Le Sound Explorer et le BlablaMix sont donc 2 applications qui sont gratuites et que vous retrouvez sur les appareils mobiles, que ce soit Android ou Apple. Et à quoi ça sert? En fait, ces applications, je vais vous faire une petite démo après, vous permettent de faire plein de choses avec ces 2 manettes. Par exemple, BlablaBox, ça permet à l'aide de l'application et de la manette d'enregistrer ses propres sons et ensuite de jouer avec. Donc je vais vous montrer après, c'est assez drôle, en soufflant, en tournant, en appuyant, etc. Ce qui est intéressant, c'est que vous créez votre son, vous développez l'imaginaire, parce que l'idée c'est par exemple de travailler, de mettre des sons sur une histoire, ou de dire voilà, effectivement, quelle histoire ça me fait penser à quel son, ça me rappelle ce qui a été fait tout à l'heure justement avec ces idées de mise en relation. Et puis ça travaille aussi sur tout ce qui est émotion, quel son me fait penser à quoi, pourquoi je le mets là, qu'est-ce que je ressens quand je fais ça, etc. Donc c'est vraiment une grosse... il y a d'ailleurs quelque chose qui s'appelle tambouille, mais on peut faire vraiment une belle tambouille de son. Digicode, c'est vraiment plus une sorte de... Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, ce jeu d'antan là. Non, vous savez où avec des touches qu'on appuie, rouge, vert... Ouais, j'ai pas le nom. C'est ça, c'est un Simon juste... c'était pareil, hein, c'était aussi des sons. Mais là, vraiment, il faut reproduire des séances sonores. Donc, il faut la mémoriser et la reproduire avec les différents boutons des manettes. Tai Chi, c'est vraiment plus quelque chose pour se maîtriser. C'est pas mal aussi pour les enfants parce que ça a été aussi fait avec des orthophonistes et aussi pour les enfants qui ont des problèmes de concentration, de gestion. En fait, il faut bouger les manettes et en fait, il faut les bouger assez lentement en faisant des gestes pour pas que ça déclenche le gong, l'orage, enfin, etc. Je vous montrerai une vidéo après. Il faut se coordonner, on peut le faire à 2. Savannah, je ne vous ai pas tout mis, mais je vous ai mis mes préférés. Savannah, vous avez un environnement sonore et vous devez repérer à quel moment il y a tel son. Et évidemment, à chaque fois, il y a des degrés de complexité différentes. Et vous soufflez quand vous entendez le son. Et donc, ça vraiment, enfin, pour l'avoir fait, j'étais dans ma bulle et j'étais vraiment dans l'écoute et la concentration. C'était ce qui était prévu par l'application. Et on souffle, on envoie une fléchette sur le son à chaque fois qu'on l'entend. Et Pimtalk, c'est vraiment beaucoup plus sur tout ce qui est tempo. Donc, vous avez des tempos à reproduire. Donc, il faut, pareil, mémoriser. Donc, ça travaille le rythme parce que c'est pas un... Enfin, voilà, vous avez vraiment tac-tac, puis plaf-plaf-plaf. Enfin, voilà, c'est un objet assez extraordinaire. Et je vais vous montrer immédiatement comment ça marche. Avant de vous montrer la petite vidéo de la... Alors... puis je peux le dire parce que moi, j'ai aucun intérêt à le vendre. Donc, voilà. Alors, ça, c'est la tablette. Là, je suis sur l'application. Donc, par exemple, je vais prendre, si maintenant on est avec des profs imitateurs, et je vais prendre voyelle. En fait, donc, je peux écouter un son. Donc là, je vais... J'ai reproduit le son en soufflant. Ça me l'a validé. On est sur les voyelles. Donc, voilà. Et donc là, je vais souffler et en même temps bouger le joystick.
Ah, j'ai pris celle qui marche moins bien que l'autre, tant pis. Enfin, je vais vous montrer autre chose. Parce que, pour le coup. Non, mais parce que j'en ai deux et j'ai pas pris Voilà. Voilà comment ça marche à peu près. Si je vous montre. Mais il y a un lien avec la lecture audio ? Alors, oui. Enfin, oui. Si par exemple on travaille sur. Alors on est sur le son, mais je vous montre quand même. Bon, peut-être pas Digicode dans ce cas-là. Est-ce que c'est. Alors je vais vous montrer Blabla Mix, qui est une version améliorée de BlablaBox. Alors je vais juste le mettre en connexion sur la tablette. Alors il y a 30 écoles qui l'utilisent. Ils ont été encouragés par l'éducation nationale. Super, ils ne trouvent pas le truc. C'est toujours pareil, hein, ça marche quand je le fais pour les autres, évidemment. Pour moi, ça ne marche pas. Sinon, c'est pas drôle. Non, je vais essayer, tant pis, je vais essayer avec celui-là, il ne veut pas me le faire. Tourner la manette jusqu'à ce qu'il y ait le son. C'est ça. C'était vraiment retrouver le son. Alors là, c'était les niveaux faciles. Hein, mais, alors. Donc là, c'est pareil. On va... Enfin, je vais peut-être pas enregistrer celui-là. On va recommencer. Plap, plap, pouf. Cling, 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 cling. Imaginons. Hein. Après, on va tester mon enregistrement avec la manette. Voilà. Et en fait, vous pouvez enregistrer vos sons. Vous pouvez ensuite les lire pour me poser la question sur une histoire, etc. Et en fait, BlablaMix, la nouvelle on peut enregistrer les sons au fur et à mesure, c'est-à-dire que vous pouvez faire avec pas mal d'élèves. Et ensuite, ils vont devoir déclencher le son au moment où vous en avez besoin. Vous pouvez faire des mix. Et la nouvelle application BlablaMix, ça permet de rajouter des effets. Par exemple, vous pouvez mettre de l'écho, vous pouvez faire des sons autres, etc. Donc c'est un outil, au début, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ? En fait, on se prend assez rapidement au jeu de création en fait, sonore. Alors peut-être moins dans la lecture, quoi qu'on puisse s'imaginer faire un environnement sonore à une lecture. Et j'ai pensé hier, en testant la nouvelle application, leur proposer justement qu'on puisse enregistrer son histoire, déjà dans l'application, et qu'ensuite ça soit à celui aux joueurs ou aux plusieurs joueurs en fonction des élèves qui mettent l'environnement sonore, peut-être en fonction des émotions, la compréhension du texte, etc. Ça, pour l'instant, je sais qu'ils le font en version live. Je pensais à l'Inattendu qui faisait des spectacles sonores, c'était un peu ça. C'est-à-dire que eux, quand ils travaillent avec des enfants, par exemple, ils vont lire un texte qui n'a pas forcément d'émotion comprise dans le texte, et ils vont imaginer la personne se lève, ça fait. Alors, on est soit content, soit pas content de se lever. On est sur l'escalier. Qu'est-ce qu'on fait comme bruit quand on est sur l'escalier ? On s'étire. Qu'est-ce que vous faites comme bruit, etc. Donc, ils travaillent dans la réflexion sur les émotions, les bruits du quotidien. Il y a pas mal de tests. Je vais vous montrer ensuite la petite vidéo de promotion de l'outil, mais où les enfants sont à la recherche de sons avec tous les bruitages qu'on peut faire au niveau artistique. Hein. Ça peut être des verres d'eau pleins, etc. Et c'est surtout quelque chose... Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est quelque chose d'extrêmement déjà tangible par rapport à juste un écran et d'extrêmement ludique. Et je suis pour le jeu et le plaisir dans l'enseignement. Je pense que c'est vraiment une porte d'entrée et pour le coup ça permet vraiment la concentration. Je vais juste vous montrer, comme ça vous verrez vraiment l'ensemble. Ça va bien fonctionner. J'ai quand même pas le choix. Je vais vous montrer la dernière image. J'ai dû changer d'ordinateur ce matin, évidemment. C'est pas grave, je vais vous montrer directement sur le site.
fait avec les enfants de la famille. Hein. C'est une start-up. Voilà. Et après, vous avez différents niveaux, différents paliers, et ça vous les marque au fur et à mesure. Après, ils ont aussi fait un... Ça, c'est Tai Chi. Quand tu vas essayer des positions... Essaye de tenir comme ça, comme ça. Ah, c'est l'orage. Ça, c'est vraiment, je pense, plus un défouloir, la guitare. Donc, ça marche vraiment comme si vous grattiez votre corde de guitare. Voilà. Pédagogiquement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça défoule. Ouais, Blabla Mix, alors là, vous allez voir beaucoup mieux que moi. Après, vous pouvez aussi enregistrer votre création totale. On se récap assez rapidement. Voilà. Alors l'idée, voilà, c'est parti vraiment d'une demande pour les enfants à difficulté, notamment de concentration, d'expression, etc. Et ça fonctionne de plus en plus dans les écoles, puisqu'ils ont trouvé d'autres expériences pédagogiques à faire en classe. Et ça évite de passer uniquement par une application, un enregistrement. On est vraiment dans le toucher. Et il y a pas mal de jeux inclus. Je vous en ai montré 5, mais voilà, il y en a 12. Voilà. Si vous avez des questions. Oui. Moi, je trouve, j'ai peut-être pas tout bien compris, mais j'ai quand même le sentiment qu'on se remet de nouveau devant les écrans, notamment pour tout ce qui est la musique instrumentale et vocale qu'on peut produire, alors que finalement, je trouve que faire semblant de jouer de la guitare en appuyant sur une manette, j'aimerais autant laisser à l'enfant un ukulélé ou bien... Oui, alors... Et je me dis, est-ce que ça ne vient pas un peu tôt, cette idée de vouloir à tout prix enregistrer plusieurs pistes à un moment où, si déjà on peut jouer ensemble de la musique, on va être unis, c'est d'autres choses, mais oui, je trouve que dans une classe, moi j'irais peut-être plus vers un travail avec plusieurs instruments, ou les mêmes instruments pour tout le monde, mais où on apprend à s'écouter l'un l'autre, et c'est... Ou alors, il y avait autrefois, ça existe toujours d'ailleurs, des petits orgues synthés, des synthés qui permettent déjà de mélanger le rythme et où il y avait déjà quand même des touches de rythme différentes, mais où on peut au moins bouger les doigts, parce que je trouve que là, on n'est pas dans un vrai geste musical et ça me gêne un petit peu. Voilà, ouais, je ne suis pas sûre que ça soit l'idée là pour le coup. On est vraiment dans l'expérimentation sonore plus que dans le geste musical. D'accord. Et vraiment, il y a des exercices vraiment aussi de concentration. C'était vraiment aussi fait pour les enfants qui ont du mal à rester sur une tâche, à focaliser leur attention. Et donc,
je vous ai pas montré Savannah, mais il faut vraiment être concentré pour pas rater le son. C'est quelque chose de très bienveillant, donc il n'y a pas de gros trucs rouges qui s'allument quand vous avez raté un son, etc. Mais on est dans quand même, il y a quand même des niveaux à franchir, etc. Et je dirais pas que c'est quelque chose de musical, je dirais que c'est un ensemble de jeux, effectivement. Après, c'est l'expérimentation. C'est pour ça aussi que ça marche chez les tout petits, parce qu'ils sont quelquefois pas capables de faire le geste musical correct. Ça passe, on appuie sur un synthé. Mais on va pas avoir le son du violoncelle assez facilement. J'avais une coloc qui essayait le violoncelle, je peux vous dire qu'avant d'avoir un son correct, il faut un peu de temps. Donc voilà, après, effectivement, ce sont des choses complémentaires. Mais j'entends que ça puisse être frustrant. Justement, les enfants qui ont des troubles de concentration, en tout cas qui viennent à mon cabinet, oui. C'est des enfants qui, la plupart du temps, sont, pour beaucoup actuellement, on a une recrudescence de troubles de l'attention pour des enfants qui ont passé trop de temps déjà sur les écrans des tablettes. Alors là, je sais pas si on est vraiment sur l'écran. Du coup, moi, je bannis complètement l'ordinateur, même de toute ma éducation d'ailleurs à cause de ça. Donc je me dis, pour moi, c'est pas avec un écran que je vais éduquer la concentration. Alors attention, parce que l'écran, ça peut être vous qui l'avez, en fait l'enfant avec les manettes. En fait, justement, ils ont épuré l'application pour que ça soit pas quelque chose qui focalise l'attention de l'enfant. L'idée, c'est pas l'écran, en fait. L'écran sert à avoir le son, et même vous, finalement, c'est vous qui donnez consigne et qui allez dire, bah voilà, tu souffles, et il a que ça à la main, tu souffles quand tu entends le bon son. Je pense que c'est ça qui est évident, et j'ai lu sur leur site qu'effectivement, c'est, si je vous le mets, parce que voilà, hop, donc j'ai écouté le son, ok, j'ai entendu le son, je l'ai mémorisé, et en fait, je vais avoir cet environnement sonore, et en fait, moi, je vais être focalisée sur mon écoute, et je souffle quand j'entends le son. Mais si vous voulez, l'idée, c'est pas justement de travailler avec l'écran. L'écran, enfin, je l'ai raté. C'est pas de... Enfin, c'est ça qui permet d'avoir du son avec des manettes plastiques, en fait, simplement. Mais c'est pas l'interface principale. Justement, ce qui est pensé, c'est que ça soit quelque chose de tangible, qui puisse manipuler. Par exemple, quand on fait le tempo, n'importe quelle touche va fonctionner, parce que l'idée, c'est de se concentrer, pas sur la touche comme sur une manette de jeu vidéo, mais que n'importe quelle touche fonctionne pour marquer le rythme. Et que si l'enfant il a envie de faire comme ça, il puisse le faire et pas juste uniquement comme ça. Donc voilà. En tout cas, c'est pensé... Alors, je ne suis pas experte parce que je suis ni orthophoniste ni rien, mais je sais que ça a été pensé avec des orthophonistes, cette solution, et qui est un peu différente de ce qui existe, et que ça a été pensé pas forcément pour l'écran, mais pour ce que ça permet avec les manettes. Et donc, ce que vous dites, c'est que c'est l'enseignant qui est derrière l'appli, derrière l'écran. Oui, c'est ça. L'idée, c'est pas forcément... Alors, on peut, vous voyez, là, les enfants l'utilisent parce que c'est simplissime, mais l'idée, je crois que c'est effectivement simplement qu'ils écoutent, qu'ils soient vraiment dans la concentration, l'écoute, la reproduction, la mémorisation des sons. Ok, je dois reproduire ce son, ah c'est pas celui-là, j'ai peut-être ce l'autre bouton, ah c'est pas celui-là, bon forcément c'est le troisième, etc. Après vous avez des sons combinés, voilà, moi au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, voilà, mais en tout cas ça fonctionne, c'est reconnu, l'éducation nationale se penche sur le sujet. Après si vous voulez plus d'informations, les start-upers qui sont derrière ça sont très à l'écoute, très ouverts. Et vous pouvez connecter combien de manettes en même temps? C'est une très très bonne question, à laquelle je sais pas. Honnêtement, moi je ne suis pas du tout enseignant, mais 2 manettes pour une classe, c'est chaud. Oui, c'est ça. Après, je pense que c'est un peu des choses d'atelier, en fait. Ça va être un atelier. Après, je pense qu'on va revoir, alors ça c'est mon avis d'enseignante formatrice, hein, mais j'espère qu'on va revoir le format un enseignant parle à toute la classe, et que de plus en plus les élèves seront acteurs, se déplaceront, iront à des ateliers en fonction peut-être des moments où ils sont surexcités, ils ont besoin de se recentrer sur quelque chose et ils vont aller en écoute avec un casque faire ce genre d'activité. Pour moi, c'est ça comme approche, évidemment. Je sais que ça a été utilisé dans des classes où, par exemple, la manette tournait et au moment où on disait boum, fallait que la personne qui avait le joystick reproduise ce qu'il avait entendu. Ça veut dire qu'on peut plus facilement s'adresser à un groupe dans ces cas-là, mais c'est un usage un petit peu, voilà, justement, on cherche des façons pour qu'on puisse l'utiliser avec un groupe plus grand, parce que normalement c'est effectivement quelque chose d'individuel. Moi, il y a plusieurs choses qui me dérangent en dehors du petit bidule coloré. C'est que je pense que ça prend pas. Alors déjà, ça n'a rien à voir avec ce pourquoi je suis venue ce matin, mais en plus, on discutait un petit peu entre nous qui sommes enseignantes.
on a peu d'argent et qu'on a du coup des choix à faire. Dans mon école, c'est au point qu'on a tellement peu d'argent, par exemple pour les photocopies, qu'on demande à des parents d'élèves qui travaillent dans des entreprises où ils ont donc on a des commandes, des papiers, où on a un côté qui est déjà imprimé, on le met dans la photocopieuse, ça fait donc les gamins ont l'habitude, il y a un côté qui est dégueulasse, il faut le dire, et pour éviter de gaspiller du papier. Donc quand on en est là, acheter des choses comme ça ne font pas 99 magnifique. Les deux, et l'application est gratuite. Oui. Mais oui. Alors, pour répondre à la question, je suis enseignante, j'ai enseigné 16 ans, donc j'ai totalement conscience de la pauvreté de l'éducation nationale, essentiellement pour en ce moment faire beaucoup de formations dans le premier degré. Je vois comme c'est complexe l'achat de matériel, notamment au niveau des communes. Là, je ne peux pas répondre au problème, malheureusement, j'en suis tout à fait consciente. Et évidemment, ça va peut-être être le premier outil. Moi, on m'a demandé de le montrer, je le montre. D'un point de vue écologique, ça me gêne aussi un peu, parce que je me dis, ça se jette au bout de combien d'années? Alors, je pense qu'écologiquement, il y a plein d'autres choses qu'on jette tous les jours. Voilà, mais on peut dire la même chose de n'importe quel outil, en vrai, qui soit tangible. Non, et après... ça me dérange moins. Ah oui, mais on tue des arbres. Non, après, on peut partir dans des polémiques. Je veux dire, après, on peut aussi se dire, le numérique, bah voilà, c'est des bases de données, c'est des datas qui chauffent. Je veux dire, il y a un moment, on peut pas dire, voilà, là, il y a du plastique. Sachant que j'ai pas regardé comment où ils se fournissaient, etc. C'est une petite start-up qui lance une idée innovante à mon goût. Après, effectivement, on peut imaginer avoir l'usage ou pas. On peut, voilà. Pour le papier, je pense que tous, il y a de l'encre. Enfin voilà, j'entends bien, j'adore les livres, etc. Mais je pense que... Et comme je disais, j'ai aucune action dans l'outil. Je trouve juste que c'est intéressant de voir que des choses se développent pour l'attention de l'enfant, qui utilise le numérique aussi un peu autrement. Parce que, pour le coup, le numérique est beaucoup décrié et malheureusement, il faut vivre avec, puisque... Enfin, je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur le numérique. Et qu'après, plutôt que de faire un xème jeu avec ses enfants qu'on leur donne en salle d'attente sur le téléphone, je pense que ce type d'outil qui est pensé pour la concentration des enfants, pour peut-être le bien-être, parce que moi, quand j'écoute Savannah, ça me détend. Et que je pense que c'est intéressant. Après, voilà, je suis pour la recherche d'autre chose que forcément le gain et faire tourner les GAFAM. Oui, moi je suis de toute façon contre le fait de donner des jeux dans la salle d'attente numérique et des tablettes, hein, donc c'est pas... Moi je propose des livres dans la salle d'attente. Oui, alors au moment du Covid c'était rude. Hein. Si, j'ai proposé ah si, quand même. Oui, et puis je le mets désinfecté. Le croque-meur, j'ai pas non plus 20 personnes qui attendent. Mais je me dis, il y a des parties en tout cas dans ce que je vois où finalement... ça complique beaucoup les choses, je trouve, en tout cas pour l'aspect, ça complique les choses et on est dans une manipulation, enfin je sais pas. Ok, vous n'êtes pas convaincu, il n'y a pas de souci. Oui. Bon, on a le droit de pas être convaincu. Je me dis aussi tous les neurones miroirs, donc si on doit dire qu'on a entendu voilà, en orthophonie, on va pouvoir, moi je fais taper sur une petite cymbale où on change le support. Oui, vous êtes seul avec l'enfant. Je pense que l'idée là c'était aussi potentiellement qu'il y ait plusieurs enfants qui travaillent en autonomie. Je pense que c'est ça l'idée. Effectivement, dans votre cabinet, si vous êtes seul face à face avec l'enfant, et de toute façon je suis pour une interaction humaine parce que je pense que ça apporte beaucoup plus. Mais je pense que là, l'idée, c'était effectivement qu'il y ait des pôles d'autonomie de l'enfant et de moments où, voilà, on va se recentrer, on va se recadrer, on va se reconcentrer. Voilà. J'ai pas toutes les clés pour vous répondre, mais je pense que ça a été pensé comme ça. Et je pense que dans un cabinet d'orthophonie, heureusement, l'orthophonie, c'est indispensable. Même en classe, je veux dire, le A, si on propose des... Oui, mais vous en avez 25. Voilà. Vous avez quand même 25. Voilà. Enfin, pour avoir eu 30 élèves à faire de l'allemand, je peux vous dire que quelquefois, on n'est pas derrière chaque élève. Oui. Malheureusement, surtout sur 50 minutes de cours. On peut pas... Voilà. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que ça se termine doucement. Je pense qu'on est dans les temps, au final. Midi, mais quelle gestion du timing.